Et donc nous allons commencer avec Freddy Ballet, sans qui certainement beaucoup de ça n'existerait pas, en tout cas nous ne serions pas ici aujourd'hui. Freddy a commencé son voyage libre à un moment où le Royaume-Uni venait d'entrer dans l'Europe, en 1976. Et donc il me paraît assez logique de lui donner la parole au moment où le Royaume-Uni est sur le point de sortir de l'Europe, pour nous parler de 40 années de recherche sur la voie du livre. Alors merci et Freddy Ballet. Quand Michael m'a demandé de venir, je ne savais pas que c'était pour parler du lean dans la durée. Bon, il semble que je sois bien tombé. Donc, pour moi, la voie du lean, elle commence chez une première étape chez Renault. C'est là que ça a commencé. Et voilà les autres étapes, rapidement, on y reviendra. Bon. Chez Renault, je m'occupais en 1976 de la planification de tout ce qui était en dehors de l'Europe. Et à cette époque, il y avait un gros marché qui était l'Afrique, à cette époque. Et un jour, il y a le patron commercial de l'Afrique qui vient me voir dans mon bureau et qui me dit « Freddy, il faut que tu nous aides. » Je lui dis « Ah bon ? Comment ? » Ben, c'est simple. Il y a un petit constructeur japonais qui nous taille des croupières en Afrique et ils font du dumping, c'est évident. Donc, ce que je voudrais, c'est bâtir un dossier, que tu me bâtisses un dossier pour aller discuter avec les politiques sur le fait que ce constructeur fait du dumping. Alors, je dis pas de problème. J'appelle mon meilleur analyste, qui est un type astucieux. On voit comment on pouvait prendre le problème, et il s'en va. Il revient, 8 jours après, il me dit « Mais Toyota », parce qu'il s'agissait de Toyota. Toyota, ils ne font pas de dumping en Afrique. Ils gagnent de l'argent en Afrique. Je dis « Quoi, t'es sûr? Montre-moi les chiffres. » Bon, je passe. Effectivement, sa démonstration était convaincante. Donc, quand même, on s'est pris un choc et on a décidé d'envoyer une mission technique pour aller voir ce qui se passait dans les usines de Toyota. Et il faut savoir qu'à l'époque, ce n'est pas aussi vrai maintenant, les échanges entre usines étaient très libres, sauf au moment où il y avait un nouveau modèle qui sortait, où là, c'était fermé, mais sinon, pas de problème. Donc, les techniciens vont chez Toyota et ils reviennent en disant bah, « Écoutez, on n'a rien vu de spécial. Ils font à peu près les mêmes choses que nous. Pas exactement de la même façon, mais à peu près les mêmes choses que nous. Mais rien de spécial. » Ah bon. Alors ça m'a quand même beaucoup intrigué. Et j'ai réussi à fomenter une mission avec toute la haute strasse de Renault industriel, le patron des achats, le patron des usines, le patron de... Et on est, nous aussi, allés chez Toyota. Et en fait, on a été visiter 3 usines. Et à chaque fois, ces visites se passaient de la même façon. Bonjour, présentation, on descendait dans l'usine, on faisait un tour de l'usine, et puis on remontait dans la salle, et au moment de remonter dans la salle, je leur demandais à chacun, vous avez vu quelque chose? Ah non, on n'a rien vu. Bon, mais à la fin, c'est moi qui posais les questions. Combien de voitures jour? 600. Combien de personnes? Ah ben, c'était la moitié de ce qu'il y avait chez Renault pour faire 600 voitures. Ah, donc il y a quand même un petit truc, quoi. Donc, on a cherché à comprendre, on n'a pas compris grand-chose, et la conclusion, ça a été, c'est simplement que les ouvriers japonais sont beaucoup plus travailleurs et disciplinés que les ouvriers français, et c'est pour ça que, d'ailleurs, ça a qu'à voir, hein, quand ils rentrent chez eux, ils mettent des petites pantoufles pour ne pas abîmer le plancher. Deuxièmement, quand ils se mettent en grève, ils se mettent un brassard noir et ils travaillent à la même vitesse. Et puis,
si les kanji, vous savez, pour écrire, le moindre petit détail change le sens d'un kanji. Donc ils sont habitués à faire très attention. Bla, 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 bla. OK. Donc, il y a quand même deux choses qui nous ont frappés dans cette visite. La première, c'est que une des visites, c'était donc une usine d'emboutissage, montage mais emboutissage, et on discute à un moment donné dans la salle du temps de changement d'outils. Pour des grosses presses, à l'époque, chez Renault, c'était au minimum 5 heures. Il y a des cas où c'était 2 jours, mais enfin, c'était au minimum 5 heures. Donc, on demande au responsable de l'usine, pour vous, combien de temps? Ah, il nous dit 20 minutes. Quoi? Ouais, 20 minutes. Ah bon? Bah, écoutez, si vous ne me croyez pas, dans un quart d'heure, on fait un changement d'outil, on va redescendre, puis vous allez voir. Et il y avait le patron des méthodes de Renault à l'époque. Donc, on est redescendu. Le changement d'outil a commencé. Et au bout de 10 minutes, le patron des méthodes a dit « Bon, ça va, on arrête, j'ai compris ». Ça, c'était le premier choc. Le deuxième point important qu'on a vu, enfin non, qu'on n'a pas vu justement sur le coup, c'est que dans toutes les usines de montage, vous avez toujours une ligne, et à la fin de chaque ligne, vous avez un stock, un petit stock. Bon, on appelle ça, nous, maintenant, le shop stock, mais peu importe, il y a un stock. Et là, on a vu la même chose chez Toyota. Mais il n'y avait qu'une petite différence. C'est que chez nous, les pièces qui sortaient du shop stock allaient dans un grand magasin central, où l'étape suivante allait les chercher. Alors que chez Toyota, il n'y avait pas de magasin central. Elles allaient directement de la sortie de la ligne, du shop stock, à l'étape suivante. Donc ça a quand même étonné les populations. Et ça a conduit à dire ben, il faut qu'on comprenne un peu plus quand même, qu'on sache qu'est-ce qu'il y a derrière. Et on a organisé toute une série de missions chez Toyota. Toyota très ouvert, ils avaient envie de rentrer après en Europe, donc on a compris, ils voulaient être très ouverts. Donc on a fait des tonnes de visites chez Toyota, et il y a deux grandes différences qui sont apparues finalement. C'était le traitement de la qualité en ligne de montage et l'ordonnancement, approvisionnement et les fameux Kanban. La qualité. Chez Renault, quand il y avait un problème de qualité sur la ligne de montage, on le notait soigneusement sur un petit bout de papier, et la voiture continuait. Elle arrivait à la fin de la ligne dans ce que moi j'ai appelé, quand j'étais patron des méthodes après, le garage. Un énorme atelier, où on prenait toutes les bagnoles qui avaient un petit problème. Bien. Chez Toyota, c'était pas le même système. Il y avait ce qu'on appelait Landon, vous avez tous entendu parler, la ficelle qu'on tire, etc. Donc, quand l'opérateur avait un problème, il tirait la ficelle. Et contrairement à ce qu'on dit d'habitude, la ligne ne s'arrêtait pas immédiatement. Mais son patron venait immédiatement voir quel était le problème. Il discutait 5 minutes, et en principe, la ligne continuait à avancer. Si c'était un petit problème, il le résolvait tout de suite. Sinon, bon, on attendait un petit peu, et là, on retirait la ficelle une deuxième fois, et là, la ligne s'arrêtait. Et alors, tous les autres patrons de segments venaient pour aider, pour dire comment on résout le problème. Donc, deux modes de résolution de la qualité totalement différents. Deuxièmement, lié à la qualité, il y avait une notion de rendement au montage. Chez Renault, le rendement de la ligne, c'était le nombre de voitures produites par rapport à la capacité théorique de la ligne. Chez Toyota, ce n'est pas ça du tout qui comptait. Ce qui comptait, c'était le temps d'arrêt de chaîne par rapport au temps théorique de production. Autrement dit, ce qu'on comptait, c'est chaque fois qu'il tirait sur la ficelle, combien de temps la ligne était arrêtée.
Et c'est à partir de ça qu'on définissait un rendement de la ligne. OK. Donc, il y avait quand même des différences sérieuses. Deuxième grosse partie, c'est la partie ordonnancement des lignes de montage, approvisionnement et cambrant. Alors ça, c'est une expérience personnelle plus tard. Bon, ça fait 2-3 ans après, parce que moi, à partir de ça, tous les ans, je suis allé chez Toyota. Et une des visites, on fait la visite, je rencontre le patron d'usine, on commence à discuter, et puis je lui dis, bon, ben, l'ordonnancement sur la ligne, vous le faites en fonction de la charge des opérateurs. Pour les différentes voitures qu'il y a sur la ligne, combien de temps par opérateur? Il me dit, oui, oui, tout à fait, on fait ça pour la charge des opérateurs et les cambrons. Je dis rien, pas voulu avoir l'air idiot. On redescend dans l'atelier, on revient, on discute, etc. Et je recommence ma question. Combien de temps sur la ligne? Et en fonction du temps sur la prévu, c'est bien comme ça qu'on ordonnance la production. Ah oui, oui, tout à fait. Et des cambrons. Bon, je me suis dit, il y a un truc. Bon, en fait, le truc, c'est que l'approvisionnement des lignes se faisait en petits containers placés sur des floracs avec un cambron par container. Et si jamais vous aviez, par exemple, à l'époque c'était moins courant que maintenant, vous aviez 5 voitures avec air conditionné de suite, ben le système Kanban, il ne pouvait pas suivre. Donc on était obligé d'anticiper à chaque fois combien on allait avoir et si les Kanban arriveraient à suivre. D'où avec les Kanban. Et il y avait donc un Kanban par container sur des petits containers placés sur des floracs qui étaient livrés par petits trains depuis le picking fournisseur ou les shop-stocks des lignes de fabrication en amont. Et uniquement, ceci était possible uniquement parce que les stocks étaient réduits grâce au changement rapide. On a commencé à intuiter tout ça. À la même époque, chez Renault, c'était l'approvisionnement le long de la ligne avec d'énormes containers, plein à rabord de pièces, apportés par chariot et élévateurs depuis les magasins intermédiaires et occupant beaucoup de place le long de la ligne de montage, ce qui allongeait les déplacements d'autant des déplacements complètement improductifs des opérateurs. Donc ça, là, il y avait une vraie différence. Bon, après beaucoup d'hésitations, moi j'ai poussé, etc. Le patron de la logistique de Renault a dit bon, qu'il était prêt à s'inspirer des Kanban. Mais on ne va tout de même pas gérer à partir de bouts de papier. Hein, surtout pas. On va mettre tout de suite en place des cambrons informatiques. Alors là, j'ai su que c'était fini. Donc, il y avait ce qu'il y a de génial dans le système de Kanban, c'est son aspect visuel. C'est quand vous vous promenez sur les lignes, vous voyez, vous comprenez immédiatement ce qui se passe. En informatique, plus rien. Je sais qu'il y a beaucoup d'informaticiens parmi vous, mais quand même. Bien. Donc, ce que montrait toute cette période, c'est que les observations faites sans comprendre l'ensemble du système de production Toyota restèrent superficielles et ne donnaient pas beaucoup de résultats quand on voulait soi-disant les appliquer. Donc, interpréter les actions observées chez un concurrent à partir de son propre système ne présente pas une grande efficacité. Et ça, c'est toujours vrai et toujours important à retenir. Si on ne comprend pas, on ne voit rien. Si dans une usine, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne voyez pas les choses. Mais pour comprendre, il faut voir. Pour voir, il faut être modeste
il faut appliquer et reproduire en détail ce que vous avez vu, et là, vous commencez à comprendre. L'observation des process des concurrents n'est une source importante de progrès que si elle s'accompagne d'un effort de compréhension du système dans lequel le concurrent s'inscrit. Deuxième étape, RVI, ça s'appelait Renault Véhicule Industriel, maintenant c'est dans Volvo et ça s'appelle Renault Truck, mais peu importe. Le président de Renault trouvait que j'embêtais beaucoup avec mes histoires sur Toyota, etc. Il a décidé de se débarrasser un peu de moi et il m'a envoyé comme patron industriel de Renault Truck, où là j'avais et les usines et le bureau d'études. Donc là j'étais très heureux parce qu'enfin je pouvais commencer à appliquer ce que je croyais avoir compris du système, ce que j'ai fait. Et il y avait un patron de ligne de montage qui m'a montage moteur qui m'a suivi, et on a mis en place les premières choses qu'on avait comprises sur le traitement de la qualité, sur l'équilibrage des postes et sur l'organisation des approvisionnements. Et ça a eu des résultats. Pas des résultats énormes, mais ça a eu des résultats consistants. Et là, ça m'a montré, encore une fois, le rôle fondamental du patron. Le patron de site, le patron de branche, le patron d'entreprise. Il ne peut y avoir implantation d'une action lean que si les patrons sont convaincus, impliqués et déterminés. Deuxième chose très intéressante quand on était chez Renault Truck, c'est qu'on a découvert Hino. Hino était et toujours le fabricant de camions de Toyota, qui avait d'ailleurs, tout de suite après la guerre, fabriqué des 4 chevaux sous licence. Bon, ça, c'est une vieille histoire. Et ça a créé des liens avec Hino faciles. Bien. Et qu'est-ce qu'on a vu chez Hino? C'est la première fois qu'on a vraiment pris conscience de l'organisation de l'atelier en team d'environ 5-7 personnes, avec un team leader non hiérarchique. Quand je vais dans une usine et que je demande aux gens de me parler de leur organisation, alors ils commencent par m'expliquer, il y a un directeur d'usine, puis 2 directeurs d'APU, puis je leur dis non, les opérateurs, comment ils sont organisés? Et ça a été fondamental pour comprendre après et pour appliquer le système. Deuxième chose qui nous a beaucoup frappé chez Hino, c'était l'application remarquable du Kaizen dans l'identification des problèmes, les résolutions de problèmes par team, etc., qui leur permettaient de mettre en place des standards très, très efficaces. Et par exemple, ils avaient toute une série de transferts sur des chaînes de mécanique entre les machines par des systèmes par gravité, alors que chez Renault, on avait des trucs ultra sophistiqués, etc., qui ne marchaient jamais. Là, eux, c'était des trucs où les pièces glissaient le long, remontaient à la fin par un petit ascenseur et reprenaient le coup suivant. Que des trucs comme ça. Ça nous a bluffé. En fait, ça a été un très gros enseignement général sur le fait que dans une usine, les problèmes se résolvent par les progrès d'organisation de l'équipe et surtout pas à coup d'investissement. Quand vous voulez mettre du lean en place, les gens viennent vous demander de l'argent immédiatement. Ah, mais il nous faut peut-être... Il faut refuser. Jamais. Il faut que les gens reviennent avec une suggestion sur leur organisation qui permet de résoudre le problème. Bien. Après RVI, il y a le patron de Valeo de l'époque qui avait entendu me parler du fait que je m'étais beaucoup intéressé à Toyota, qui est venu me chercher et qui a dit « Vous ne voulez pas venir chez moi ?» Bien. Alors, il avait déjà redressé, on en a parlé tout à l'heure, il avait déjà redressé la situation financière de Valeo, mais il n'avait pas encore touché à l'industriel. Ce n'était pas un industriel, c'était un gestionnaire. Et ce qu'il m'a demandé, à la suite d'une autre personne, peu importe l'histoire,
c'est de mettre en place une révolution industrielle inspirée du lean. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. On a mis en place les fameuses équipes de 5 à 7 personnes. On a suivi des indicateurs qu'on affichait dans l'atelier, ce qui ne se faisait pas avant, et en privilégiant le nombre d'accidents, qui était vraiment quelque chose qui me paraissait fondamental, le takt time et le partboard horaire avec commentaires, et les problèmes identifiés, les actions entreprises. Bon, je ne développe pas tout ça, je suppose que vous connaissez. Bien. Et deuxième chose, on a mis en place des chantiers Hoshin sur les lignes de montage, avec chronométrage des postes et équilibrage, organisation des approvisionnements en supprimant les causes de variabilité et mise en place d'un système de suggestion. On a aussi commencé à faire de la TPM, toutes les actions de base quoi, qui n'existaient pas avant Chevalier. Mais ce qui a été de très intéressant pour moi, c'est que les standards Lean dans les établissements de Valeo facilitaient les gains de productivité. Mais c'était une période où Valeo était en pleine croissance, tant interne qu'externe, et en croissance externe, l'application des mêmes standards dans les entreprises acquises facilite une forte croissance externe. Donc ça sert non seulement, chez Renault, on repérait une petite boîte qui marchait bien. Ah, on dit, celle-là, on va se la payer. On se l'achetait, et au bout de 2 ans, c'était un désastre. Parce qu'on avait voulu appliquer tous les critères des systèmes Renault à une petite entreprise. Désastre. Là, grâce à ce qu'on avait fait en ligne, on appliquait tous les standards Lean et l'usine se retrouvait très bien. OK. Ça fait mal au bras, votre truc. La deuxième chose qui s'est passée, qui a été très importante, c'est que Toyota, c'était le moment où alors, ils voulaient vraiment rentrer en Europe. Ils ont décidé qu'ils auraient 3 grands fournisseurs en Europe. Et ils ont choisi Valeo, un peu en fonction de ce qu'on avait commencé à faire, etc., comme un des 3 fournisseurs. Et ils ont proposé de nous aider à mieux comprendre leur système en intervenant directement sur une ligne qui travaillait pour eux, naturellement, qui était une ligne de feu arrière. Au départ, il y a eu un groupe d'experts qui a été mis à nos dispositions, qui venait régulièrement pendant plusieurs mois. Et le grand maître du TPS, parce que Toyota n'a jamais appelé ça le Lean, hein. Toyota a toujours appelé ça le Toyota Production System ou le Just-in-Time. Et c'est nos amis américains, quand il a fallu vendre l'idée, qui ont eu l'idée du Lean, qui n'était pas une mauvaise idée, mais bon, pour Toyota, le Lean ne connaissent pas. Et le grand maître du TPS venait voir la ligne à chacun de ses voyages en Europe, tous les 6 mois. Bon, la transformation de la ligne, je vais vite, 5S, organisation des opératrices avec une team leader, flux tiré entre l'injection, le montage et l'expédition, changement d'outillage dans le temps de cycle. Alors ça a été très important, parce qu'avant, cette ligne où il n'y avait que des dames avait des outillages très lourds. Donc quand ils voulaient faire un changement de production, il fallait appeler le spécialiste ou les spécialistes. Les spécialistes n'étaient pas forcément disponibles. Donc on attendait qu'ils soient disponibles. Bon. Et puis, alors là, ils manipulaient leurs outils énormes. Et, bon. La première chose que nous a fait faire Toyota, c'est de changer ça pour des outils très légers que les dames pouvaient elles-mêmes manipuler et pratiquement dans le temps de cycle. Bon, dernier point amusant, c'est l'optimisation des postes avec le Motion Kaizen. Alors, mon dessin n'est pas très bon, mais j'explique. Un des jours où il y avait la visite du grand chef, du grand patron, je demande au patron de la branche éclairage de venir en lui disant « Écoute, Toyota fait vraiment un gros effort pour nous, c'est très sympa si tu venais, si tu étais là, etc. »« Oh, Freddy, tu m'embêtes, écoute, j'ai autre chose à faire, viens voir tes Japonais. »
J'insiste. Il dit, bon, je viens. Il vient. Même chose que d'habitude, petit discours du patron dans la salle, tout le monde debout, personne assis. Puis on descend immédiatement dans l'atelier voir la fameuse ligne. Et au premier poste, le grand maître s'arrête. Il y avait un feu arrière, là, avec la dame montée. Et puis il y avait une petite boîte avec des épingles qu'on mettait sur le feu arrière. Il regarde ça pendant un moment. Puis il prend la petite boîte et il la déplace de la position 1 à la position 2. Puis il regarde encore un moment, puis il dit non. Il reprend la petite boîte, il la met à la position 3. Et puis il s'en va. Là, il était content. Et mon copain me dit, écoute, tu me fais perdre une matinée pour voir un vieux japonais qui vient déplacer une petite boîte d'épingles. Freddy, t'es nul. Voilà. Or, cette notion du motion Kaizen, finalement, n'est pas encore beaucoup appliquée dans les usines. Or, c'est fondamental, puisqu'à chaque fois, sur chaque mouvement, on regarde le temps que prend chaque mouvement. Bien. Ce qui a été de très intéressant, c'est de voir que l'attention portée par le management aux problèmes quotidiens des opératrices a transformé radicalement leur comportement. Et leur implication est devenue une source d'amélioration permanente. Si le management aide vraiment les opérateurs à résoudre les problèmes qu'ils ont mis en évidence, les opérateurs, eh bien, l'attitude devient complètement différente et devient très participative. Ce chantier mené avec Toyota a fait l'occasion pour moi, enfin je devrais dire pour mon équipe et pour moi, de comprendre les notions vraiment de Kaizen et les notions de flux tiré. Et on a décidé d'étendre ces actions à tous les sites de Valeo. Alors, une telle généralisation a supposé une volonté de faire du président, M. Goutard, et son appui inconditionnel au directeur industriel en charge du Lean, votre serviteur. Bon, je reviens très rapidement, là c'est des choses que vous connaissez, mais je voudrais insister sur 2 points dans la démarche Kaizen. C'est la résolution des problèmes en équipe. Et il y a 2 outils qu'on utilise, les 5 pourquoi et le A3. Et ce qui est très important, c'est que dans ces 2 outils, la façon de les appliquer. Un 5 pourquoi, ce n'est pas des opinions qu'on veut à chaque pourquoi, c'est des faits. Et c'est uniquement si vous avez des faits que ça va payer. Même chose sur le A3, il faut que chaque ligne de A3 soit écrite en accord avec l'équipe qui travaille sur le A3. Et le meilleur exemple, c'est le démarrage. Sur un A3, on commence par dire c'est quoi le problème. Et ça, c'est fondamental. Si l'équipe n'arrive pas à s'entendre sur le problème, vous n'avez aucune chance d'avancer après. Et vous constaterez qu'en général, l'équipe a beaucoup de mal à s'entendre sur c'est quoi le problème. Mais une fois qu'on a fait ça, à mon avis, on a presque fait 50% du boulot. Bien. Donc, en fait, après, chez les équipementiers, j'ai refait la même chose chez Sommer Alibert et chez Forestia. Là, je vous ai mis simplement pour rappel le système Valeo des 5 axes. Bon. Et dans toutes les applications qu'on a faites après, on a remis un système de même nature. Donc, ça a été l'occasion d'approfondir les concepts et les outils du Lean par une pratique systématique en poursuivant le dialogue avec les responsables TPS de Toyota. Dans chacune des sociétés où je suis allé après, il y avait toujours une production pour Toyota, et j'allais voir les gens de Toyota, ils disaient bon, on continue, on ne s'arrête pas, et on allait plus loin, c'est un système qui n'est pas facile du tout. Et il faut du temps pour intégrer les différents éléments. En le faisant plusieurs fois de suite, on avait une chance d'y arriver.
L'autre chose qui a été importante pour moi, et ça, Michael a des expériences là-dessus, ça a été la prise de conscience de l'importance du développement des produits dans l'implantation de la démarche Lean. Donc, je vais y revenir rapidement, ou pas rapidement, mais toute la démarche Lean a pour objectif la satisfaction du client. L'interface avec le client a plusieurs composantes, mais la plus importante de toutes est quand même le produit. La voie Lean doit donc contribuer à l'élaboration d'un produit dans une démarche centrée sur la satisfaction du client. Et là, j'ai un exemple qui était chez Faurecia. Faurecia faisait travailler pour le groupe Volkswagen et travaillait pour Audi sur des panneaux de porte, mais n'avait jamais fait de planche de bord. Et un jour, on a dit « Ah, mais on a convaincu Audi qu'on pouvait faire une planche de bord. » Donc, on a fait un premier projet de planche de bord, un premier proto, et M. Piche est venu. M. Piche, vous savez, c'est un monsieur qui est à l'origine du renouveau d'Audi, en fait. Bien, Piche est venu, il a regardé la planche de bord, puis il a dit, mais attendez, ça, c'est pas une planche de bord pour Audi, c'est une planche de bord pour Renault. Donc, la démarche Lean, oui, ça va, je suis dans les temps. La démarche Lean commence par la définition d'un concept et l'organisation d'une équipe capable de faire converger les différents départements de l'entreprise sous la responsabilité de Chief Engineer. Et la grosse différence avec ce qui se passait dans ce que j'ai connu et qui doit encore se passer, c'est qu'on avait un chef de produit pour un nouveau produit qui était en fait un administratif. Quelqu'un qui disait, bon, il faut prendre tel rendez-vous, telle vérification à telle date, etc., mais qui n'était pas un homme qui vivait le produit. Alors que le chief engineer laissait la plupart du temps les techniciens décider, mais dès qu'il y avait un arbitrage important sur un produit, c'est le chief engineer qui était capable de le faire. Fondamental dans la façon de développer du produit. Deuxième chose, tout au long du processus de développement du produit, l'équipe du Chief Engineer allait dans l'usine qui fabriquait le modèle précédent de celui qu'on était en train d'étudier pour leur demander les problèmes qu'ils avaient rencontrés. Mais ça ne se passait pas au niveau du directeur d'usine dans son bureau, ça se passait sur le terrain où il descendait voir les opérateurs et demandait aux opérateurs de la ligne, alors ça marche bien, ça, ah non, là on a toujours ce problème, ce truc-là, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont vraiment fait progresser, grâce au Chief Engineer, la liaison entre la production et le Lean. Bon, ça c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais je suppose que la plupart d'entre vous connaissent, c'est le fait que dans un développement de produit, la plus grande maladie, ce sont les modifs tardifs. Parce que les modifs tardifs vous foutent en l'air tout le planning, vous foutent en l'air tous les trucs astucieux que vous aviez faits, etc. Bien. Et c'est ce que je montre à gauche. Dans le modèle interactif classique de développement de produit, on essaye de partir le plus vite possible d'une solution, hein, et puis on fait avancer cette solution jusqu'à ce que, ah, boum, on tombe sur un truc, ah bah tiens, ça ne marche pas. Alors on est obligé de reprendre et on recommence. Interactif. Alors que le modèle de Toyota était convergent. Alors on prend toujours l'exemple du développement de la première Prius, du système électromagnétique de la première Prius, où ils sont partis de 80 solutions. Ils ne sont pas partis de la solution, ils sont partis de 80 solutions qui pensaient être jouables. Et puis, sur chaque solution, ils ont fait des tests, des essais, jusqu'à ce qu'ils se disent « Ah non, cette solution, ça marche pas. Ah, ça marche, on garde, etc. » Et puis, ils sont descendus de 80 à 40, de 40 à 20, de 20 à 10, pour arriver finalement au choix d'une solution qui, elle, était vraiment, l'avenir l'a montré, sûre.
Donc le développement Lean suppose une profonde modification d'attitude de l'ensemble de l'équipe, d'accorder beaucoup plus de poids à la connaissance et au progrès continu qu'à la structure, et c'est une nouvelle manière de diriger les équipes de conception. Sur le fond, la qualité de la conception repose sur l'expertise des ingénieurs. Cette expertise se développe sur la base d'une démarche ininterrompue de résolution de problèmes. Bien. Le développement des produits s'accompagne dans le discours de Toyota du développement des personnes. C'est-à-dire, dans la démarche Kaizen, on n'est jamais au bout de la voie du Lean. L'application répétée des démarches et des outils à des situations très différentes consolide progressivement la confiance dans l'approche Lean. Mais, cependant, si on n'a pas développé les participants à ces applications, on bâtit sur du sable. Et combien de fois le départ d'un patron ou d'un changement dans l'organisation de l'entreprise et tout le château s'écroule parce que les gens n'ont pas intégré eux-mêmes ce développement des personnes. Bon, l'utilisation des outils de base du Lean doivent toujours être l'occasion de développer les personnes. Donc là, je reprends des outils de base, mais c'est à chaque fois, ça doit être l'occasion de discussion avec les opérateurs pour qu'ils comprennent plus de choses sur ce qu'on essaye de faire et pourquoi on essaye de les faire. Bien. Alors, un levier essentiel du développement des personnes est le questionnement. Je m'explique. Un exemple très simple, 1000 fois répété, c'est lorsque un patron d'usine visite un atelier, parce qu'il y a des patrons d'usine qui visitent des ateliers, visite un atelier et on voit un dysfonctionnement sur la ligne. Donc, le réflexe, c'est d'appeler l'opérateur, de lui montrer le dysfonctionnement et de lui expliquer comment il faut faire. Non. Il faut faire découvrir à l'opérateur et à l'équipe le problème par une série de questions, puis leur demander d'imaginer plusieurs solutions et de les comparer. C'est ce que j'appelle le questionnement. Et ça, c'est une démarche que beaucoup de patrons, mais aussi beaucoup de responsables Lean ont du mal à intégrer. Après 40 ans de recherche de la voie de Lean, je suis persuadé que le secret pour avancer est de suivre la logique du Kaizen, c'est-à-dire voir et résoudre. Bon, votre rôle de manager est de vous assurer que vos équipes soient capables d'identifier les problèmes et bien sûr de les traiter. Mais si vous voulez que vos équipes apprennent et progressent, vous ne devez jamais résoudre les problèmes à leur place. Vous êtes juste autorisé à poser des questions. Enfin, après une longue marche, l'approche Lean conduit à se concentrer sur les problèmes de détail qui, une fois résolus, donnent un avantage certain par rapport aux concurrents. Mais si le détail permet une compréhension en profondeur sans vision d'ensemble, vous n'obtiendrez pas un avantage vraiment compétitif. J'appelle ce va-et-vient détail ensemble l'hélicoptère. Donc, après une longue marche, je vous suggère de s'envoler ensemble en hélicoptère. Voilà. Quelques questions, je préfère pas. Ah, si vous avez le temps, oui. Merci Freddy. Je vous propose quand même, on est un petit peu en retard, donc je vous propose de prendre quelques questions pour Freddy, s'il y en a dans la salle, après cet exposé qu'a fait l'hélicoptère tout du long de l'exposé. Freddy est par ailleurs pilote de planeur, c'est complexe. Moi, j'en ai peut-être une pour commencer. Là, tu nous as décrit un parcours Lean. Est-ce qu'au long de ce parcours, je voudrais parler du contexte, tu as senti des moments où
ça répondait plus fort du côté des patrons, du côté, je dirais, de la doctrine managériale, et comment tu jugerais le moment dans lequel on est aujourd'hui? Parce que tu nous as dit que l'implication du patron est essentielle, qu'au fond, soit on n'a pas l'implication du patron et tout ce qu'on peut faire, c'est rechercher l'implication du patron à travers les démarches, soit on a l'implication du patron et là on peut commencer à travailler sérieusement. Alors, en pratique, je ne sais pas répondre à ta question pour une raison simple. C'est que, après tout ça, j'ai été consultant pendant 10 ans, là, avec Michael, et c'est simple. Si je n'ai pas l'impression, dès le départ, que le patron s'implique dans ce qu'on va faire, ce n'est pas la peine. Donc, ce qui reste fondamental, c'est son implication. Mais elle se sent assez vite. On fait 1 ou 2 visites avec un patron d'usine, ou un patron même de société. Quand il est prêt à descendre dans l'usine, ce qui n'est pas toujours le cas, et on voit très vite aux réactions des gens si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Est-ce que ça marche de plus en plus souvent, de Oh. moins en moins souvent, de manière hétérogène? Il vaut mieux demander à Michael qu'à moi. Là, j'ai moins d'expérience maintenant sur ce qui se passe tous les jours. On en a parlé juste avant avec quelques personnes. Il y a des maladies qui sévissent, comme le 6 sigma, qui font que ça ne se passe pas toujours très bien, à mon avis. Mais bon. Merci. Alors, je vais monter. Bonjour, je m'étais, je travaille pour la société Lisi. Et donc j'ai une question à vous poser. Tout à l'heure, vous avez fait une remarque qui m'a beaucoup touché parce que j'ai été confronté au problème pas plus loin qu'en début de semaine par rapport à l'utilisation du Kanban, à la mise en place du Kanban sans carte. Sans carte. Sans carte. Avec l'informatique. Et par rapport à cette problématique, j'avais en face de moi donc, des gens parfaitement convaincus que les cartes allaient se perdre, parfaitement convaincus que les gens diraient qu'ils trimballent des cartes pour rien, et qu'ils avaient déjà essayé une fois et qu'ils se sont effectivement qu'ils l'ont raté. La question que j'ai à poser aujourd'hui, c'est d'après vous, faut-il les laisser se planter pour apprendre d'eux-mêmes, c'est-à-dire faire comme ça, les laisser faire et les laisser apprendre d'eux-mêmes que ça ne fonctionne pas, ou les orienter et leur imposer un mode de fonctionnement interne? Ça peut prendre du temps pour les convaincre que ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, ça dépend du temps dont vous disposez. Non, moi, je pense qu'il faut être un peu directif, là. Mais il faut leur expliquer en détail, par contre. Si les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'on cherche avec le Kanban, là, vous n'avez aucune chance. Il faut leur expliquer en détail. Mais il faut le faire comme ça. Si vous les laissez baigner dans leur jus, beaucoup de temps et pas forcément beaucoup de résultats. Je crois que ce qui est très important à avoir dans le Kanban, c'est cet aspect visuel. Et ça, vous pouvez l'expliquer facilement aux gens. C'est que sur la ligne, on voit immédiatement ce qui se passe. On voit qu'on est en retard, on voit qu'on est en avance, on voit que ceci, on voit que le launcher, ça ne se passe pas bien, etc. Donc, ça, ce n'est pas très difficile à expliquer. Et les gens comprennent que ça peut marcher. Disons que par rapport à ça, aujourd'hui, il y a tellement de possibilités informatiques avec des grands panneaux, tout un tas de choses que... Non, mais l'argument qu'on a, c'est ça, on peut le rendre visuel avec un grand panneau à l'entrée de la ligne, on peut... Voilà, aujourd'hui, moi, je me sens un petit peu démuni par rapport à ça, vis-à-vis... Parce qu'effectivement, mon réflexe a été de les ramener à l'objectif principal, qui est de rendre visuel les problèmes, de rendre visuel la charge de la ligne, de rendre visuel sa capacité à absorber ou pas. Et ça, effectivement, aujourd'hui, on met un grand écran et puis on remplace les cartes par des curseurs qui bougent. Et les gens sont tellement convaincus qu'ils peuvent faire mieux comme ça qu'à la méthode de grand-papa avec les cartes. Non, mais je t'en plaisante. C'est pas sur les marchés financiers, par exemple, le fait d'être passé à du visuel par rapport à la corporate, ça a amélioré les choses. Je crois que le CAC est en baisse de 10% ce matin. Ok. Merci. Ah, oui.
Bonjour, je m'appelle Étienne de Suzanne, je travaille pour Michelin. Et j'ai une question, je voudrais savoir comment on fait pour garder le feu sacré du progrès continu dans les équipes. Quand on engage l'équipe au début dans une démarche libre, c'est toujours un feu d'artifice d'idées. Et puis c'est dur de se remettre en question, ça se passe, et je voudrais savoir s'il y a un truc. Non, je pense pas qu'il y ait un truc. Mais il y a surtout le fait d'attirer sans arrêt l'attention des gens sur les problèmes qu'ils rencontrent tous les jours. C'est là que ça se passe. Ce n'est pas sur les grandes idées générales, c'est les problèmes qu'ils rencontrent tous les jours. Et chaque fois qu'ils rencontrent un problème, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils réagissent? Et c'est là où il faut les aider, c'est là où le questionnement est fondamental. Hein? Ah, vous avez le problème là, mais est-ce que vous comprenez pourquoi vous avez le problème, etc. C'est cette démarche-là qui est la vraie démarche. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait d'autre secret que cette façon, cette interaction en permanence avec les gens sur des problèmes qui sont leurs problèmes. Si vous leur parlez des problèmes des chefs, alors là, ça ne durera pas. Et si vous leur parlez des problèmes qui les concernent directement, là, vous avez une chance de faire vivre le feu sacré. Merci. Peut-être une dernière question ici. C'est bon? Ok, merci. Michael Sier, General Electric Healthcare. On parle beaucoup du lean dans la troisième révolution industrielle, avec la quatrième qui partirait sur le data management et la digitalisation, afin de notamment récupérer des données pour les résolutions de problèmes. À votre avis, afin que cette transition se passe en conservant les concepts du lean, quels seraient vos conseils dessus? Je vais encore me répéter. La chose importante, c'est d'essayer de rendre les gens conscients des problèmes. C'est ça qui est fondamental. C'est de leur apprendre à les voir, les problèmes. Par le questionnement ou par d'autres méthodes, mais apprendre à voir les problèmes. Après, faire des grands systèmes, etc., moi je suis assez sceptique, quoi. Mais ceci n'empêche que je trouve que tout ce qui se passe en ce moment sur l'intelligence artificielle est très intéressant. Hein, c'est pas, l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Tout ce qui se passe en intelligence artificielle en ce moment, c'est quand même assez passionnant. Mais ça n'empêche qu'il faut aussi que les gens apprennent à voir dans le détail les choses, avant de vouloir prendre l'hélicoptère. Ça répond? Merci. Merci beaucoup. Merci Freddy.